nous poursuivons avec Monsieur Abdelaziz Rguelal, qui est PDG et fondateur de Galéon Shipping Services. Il est docteur en droit commercial, il cumule près de 20 ans d'expérience dans les secteurs maritimes et énergétiques, dont une longue carrière au sein de Sonatrach. Il est également expert en droit maritime, en investissement et en shipbroking. Il intervient sur la structuration des opérations, la négociation des contrats d'affrètement et le règlement de litiges à l'échelle internationale. Donc, à travers... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro juste un instant parce qu'il y a un écho? Je pense que oui, ouais, parce qu'il y avait un petit écho. Et donc, à travers Galéon Shipping Services, il développe une approche indépendante et analytique du marché du fret maritime. Monsieur Rguelal, à vous la parole. Bonjour, honorable assistance, mesdames, messieurs. Donc, effectivement, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour expliquer un petit peu comment se constitue du marché de l'affrètement sur le continent africain. Je passe après Régis qui a expliqué un petit peu les mécanismes conventionnels du financement, comment fonctionne le monde du shipping, comment travaillent les banques d'affaires qui sont spécialisées dans le financement, et essayer de ramener ça à la réalité du continent africain. Pourquoi ? Parce que c'est un continent que je trade. On travaille beaucoup sur les commodités africaines, que ce soit la matière première, les minerais, les produits énergétiques. Et on va essayer d'expliquer, de démontrer qu'en fait, effectivement, tout ce qu'a expliqué Régis est valable, mais pas en Afrique, pour des raisons objectives. Voilà, parce qu'il y a des défis structurels. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de financer, d'avoir un plan de financement pour développer un armateur en Afrique. Donc, alors, oui. Effectivement, on va commencer la présentation en essayant d'expliquer. On va expliquer que effectivement le marché africain, c'est à peu près plus de 500 millions de tonnes de flux maritimes annuellement et qui représente, mine de rien, moins de 5% du commerce maritime mondial et une quasi-dépendance aux armateurs, on va dire étrangers. Quand je dis étrangers, c'est hors continent. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez eu le coup d'œil sur la liste qu'a présenté Régis juste auparavant, mis à part Sonatrach qui est considéré comme un armateur africain, j'en connais pas d'autres. Enfin, de la taille de Sonatrach, je veux dire. Donc ça, c'est une réalité. Il y a des corridors, dominants. Donc généralement, c'est la matière première. Donc que ça soit le pétrole et les produits dérivés, les hydrocarbures, les minerais qui sont en forte croissance. Et ça, effectivement, il y a depuis la fin du Covid, il y a eu une accélération de la consommation des minerais. La Chine qui en consomme beaucoup. Il y a le clinker et le ciment. Donc ici en Algérie, on exporte beaucoup de clinker et de ciment. Et donc on parle beaucoup d'exportation, mais si on veut être vraiment, c'est pas des exportations, parce qu'une exportation, elle doit se faire forcément en CIF, pas en FOB. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait cette capacité d'amener le produit là où il est. Ça, c'est pas propre à l'Algérie, je veux dire, c'est pratiquement tous les pays africains font face aux mêmes difficultés. Et il y a une nouvelle tendance qui vient d'arriver sur le marché africain depuis 5-6 ans, suite aux orientations de l'Union africaine, avec laquelle j'entretiens des relations très particulières. Notre cabinet travaille beaucoup avec l'Union africaine pour le développement de ce qu'on appelle le trading intra-africain. C'est-à-dire, on va essayer de lister toutes les commodités qui peuvent se trouver, par exemple, je sais pas moi, en Angola, en RDC, et voir si cette commodité-là ou ce produit-là peut pas être amené vers le Kenya ou Tanzanie. Donc, mais ça nécessite justement de mettre en place un mapping, une cartographie dédiée, et à travers ça, on va pouvoir financer ou financer l'achat de navires. Donc, très important. Donc, effectivement, comparativement avec ce qui a été dit par mon prédécesseur, en Afrique, on ne finance pas un navire. Le navire lui-même n'intéresse pas les banques africaines, j'entends. D'ailleurs, même si on va sur le marché, on essaye de financer un navire pour une opération en Afrique, je peux vous dire que il faut sortir les pagaies, c'est très difficile. Donc on va aller sur un mécanisme où on va financer un flux économique, pas le navire.
Effectivement, il y a une faible liquidité du marché secondaire, donc il n'y a pas vraiment de liquidité pour financer les navires en Afrique. Et puis, effectivement, le contrat d'affrètement, c'est-à-dire que le off-take, ce qu'on appelle nous le off-take, c'est lui qui va intéresser la banque. Exemple concret, j'ai un contrat qui va partir de chez Dangote, un des plus gros raffineurs au Nigeria, de Lagos. Par exemple des quantités de 100 000 tonnes de diesel, parce qu'il s'est mis, maintenant le Nigeria s'est mis à produire du diesel. Si par exemple j'ai un off-take de 4-5 ans qui sort de Lagos et qui va aller en Europe idéalement, là je peux me faire financer l'achat du navire. Et en fait c'est beaucoup plus l'opération économique qui va intéresser la banque que le financement lui-même du navire. Ça, c'est vraiment important à noter. Donc, c'est une approche un petit peu niche, un petit peu différente de ce qui se fait au niveau standard. Donc, ce qui nécessite quoi? Que dans notre métier, nous, on doit forcément allier deux choses. La connaissance du monde maritime, donc connaître très bien le monde maritime, et connaître les commodités. C'est-à-dire qu'il faut être, si je veux demain me nicher sur le marché du clinker, par exemple, ben, je dois connaître le marché du clinker, du ciment, avoir les projections. C'est vraiment important. Donc, effectivement, donc, le contexte africain, on est passé de 500 millions de tonnes à 900 millions de tonnes entre 2018 à 2025. Donc c'est pour expliquer que en fait, aujourd'hui, l'Afrique produit beaucoup de commodités et exporte énormément et importe énormément aussi. Donc comme j'ai dit, donc effectivement c'est 5%. La forte croissance, elle est portée par les matières premières et on est dépendant des armateurs. Donc je crois il s'est répété. Hop. Ouais. Comme j'ai dit, on ne finance pas un navire, on finance un flux économique. Donc j'ai mis exprès dépasser, enfin l'actif physique du navire est dépassé. C'est pas qu'il est dépassé, c'est qu'il est même pas pris en charge. Donc aujourd'hui c'est vraiment important de comprendre ça. Donc aujourd'hui, effectivement, les banques africaines priorisent. Quand je dis les banques africaines, c'est essentiellement Afreximbank, Ecobank, et on a vu arriver sur le marché des nouveaux banquiers privés africains, à l'instar de Coris Bank, qui commencent un petit peu à s'intéresser au financement de la logistique parce qu'ils y sont contraints. Contraints pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont investi dans des mines. Donc, ils ont investi dans des mines, que ce soit des mines de charbon, que ce soit des mines de fer. Et donc, ils se sont retrouvés aujourd'hui dans la situation où ils vont devoir pallier et gérer l'aspect logistique. Pour une simple raison, c'est que, comme ils ne connaissent pas le métier, eh ben, ils se posent actuellement des questions et on est en train justement d'essayer de les attirer pour tirer ce passage-là où ils vont financer un projet, ça peut être un projet en EPC, et leur dire, écoutez, ça ne sert strictement à rien de financer votre projet si derrière vous n'avez pas, la structure, on va dire en termes de shipping, la structure armateur derrière qui va pouvoir vous gérer ça, parce que de toute façon, si c'est pour exporter en FOB, ça les intéresse pas. Ça, ils vont pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment maximiser, avoir le maximum de gains. Et puis, et surtout, le vrai problème, en fait, c'est ça. Les vrais problèmes, c'est ça. C'est qu'il y a les risques pays. Donc, il y a les risques politiques, les risques d'assurance, les risques de guerre, de retournement. Ça, c'est une réalité en Afrique. Donc, l'instabilité politique et réglementaire, ça, on déteste ça. Il faut vraiment qu'on sache où on met les pieds. Ça, c'est vraiment important. Fort risque de convertibilité des devises. Donc là, c'est exactement le problème qu'est en train de vivre actuellement le Nigeria, avec le Naira qui s'est vraiment... Donc il a vraiment baissé. Donc la question, c'est d'essayer justement de gérer cette partie logistique pour pouvoir égreffer de la devise dessus, pour pouvoir faire un petit peu de dollars. Ça, c'est vraiment important. Effectivement, les cadres juridiques dans certains pays, c'est relativement différent. Je veux dire, si on prend, on va dire, allez, Beira, le Mozambique, c'est un peu plus régulé qu'au Nigeria. Donc il y a ce risque-là. Il y a les risques logistiques. Donc le problème, effectivement, c'est que les ports africains ne sont pas, et ça, c'est pas propre à l'Algérie. Il y a des réalités, des congestions énormes.
en Afrique de l'Ouest, que ce soit Tema ou que ce soit Lomé ou même Cotonou, les ports sont congestionnés. Il y a des périodes, par exemple, en Afrique du Sud, où ils sont en shutdown. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'électricité. Les ports n'arrivent pas à digérer toutes les capacités de diesel qui est en train d'arriver pour pouvoir fournir les centrales. Donc ça, c'est une réalité. Et ça, en fait, effectivement, pour un financement classique, c'est pas rentable. Je veux dire, aujourd'hui, si je ramène... en fait, si moi, aujourd'hui, je vais importer une commodité en Afrique, le prix de l'affrètement, il va me coûter énormément cher. Donc ce qui amène aujourd'hui aussi certains importateurs de matières premières africains à réfléchir à investir dans leur propre flotte de tankers, de barges de stockage par exemple, mais ça malheureusement c'est pas finançable. Donc c'est vraiment important. Oui, effectivement, il y a des risques opérationnels liés à la volatilité des flux des marchandises, liés aujourd'hui, c'est pas propre à l'Algérie. Bon, ici, c'est vrai qu'on a quand même une structure opérationnelle assez développée. On a des ingénieurs, on a de la maintenance, la formation elle est faite. D'un point de vue opérationnel, l'Algérie est assez bien lotie. Par contre, tout ce qui est ingénierie financière, là, ça laisse un peu à désirer. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays africains. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un gros problème de ressources humaines. Aujourd'hui, aller trouver un ingénieur naval qui va pouvoir réparer ou vous dépanner à Lagos ou à Beira ou à Dar es Salaam, il faut se lever tôt. Donc il y a cette expertise humaine qui manque aussi. L'exigence du collatéral, effectivement, ça va être le collatéral dans notre métier. Nous, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est essentiellement la garantie que va donner la mise en mer ou l'importateur ou l'exportateur pour pouvoir financer son projet. Donc on vient greffer le navire dans un projet global. C'est vraiment important de comprendre. On vient le mettre sur par exemple un projet là actuellement on est en train de mettre en place un projet d'exportation de gaz qui va sortir du Nigeria et qui va partir au Pakistan. C'est arrivé dernièrement, c'est suite à la situation un petit peu le blocage du détroit d'Ormuz. Donc il y a toute une logistique qui est en train de se mettre en place pour essayer d'inverser les flux. Et là, il y a des avantages, des inconvénients. C'est-à-dire sur certains produits, certains pays vont gagner, notamment l'Algérie, le Nigeria. Il y en a d'autres qui vont perdre. Ceux qui importent des produits vont perdre. C'est-à-dire que si on parle de produits énergétiques, le Ghana, l'Afrique du Sud, ils ont énormément un besoin énorme en produits énergétiques. Ils n'ont pas aussi les capacités de stockage. Donc même si on ramène les navires, on ne va pas pouvoir livrer les clients. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, le délai moyen à Richards Bay pour un tanker, j'ai vu des tankers qui dépassaient les 40 jours d'attente pour décharger. Donc 40 jours d'attente, je ne vois pas où est l'opportunité de business. Je veux dire, voilà, bon, parfois ici aussi on se plaint parce qu'il y a des délais d'attente conséquentes, mais je peux vous dire que j'ai vu des 2 mois, 3 mois d'attente. Parce que il y a la congestion des ports, il n'y a pas cette fluidification, il n'y a pas cette capacité d'absorber les flux. Donc voilà, donc il y a aussi il faut bien savoir où est-ce qu'on va poser son navire. La chaîne de logistique en Afrique, elle est vraiment fragmentée, c'est pas facile. Oui, il y a des aspects un peu logistiques, pratiques, faible productivité, la manutention lente, des équipements obsolètes, des coûts imprévisibles. Alors l'aléa, ça, on peut jamais savoir, c'est pas l'aléa lié. Voilà, l'aléa, il est. Donc ça, pour les assurances, c'est un peu, c'est limite quoi. Donc effectivement, il y a un risque énorme et ce que j'appelle moi la volatilité opérationnelle. Qui finalement ne peut être pris en charge que par les locaux. Ça, moi, je l'ai compris. Au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'en fait, pour financer un navire en Afrique, il faut un Africain. Ça, parce qu'il il sait comment ça se passe. Et il va pouvoir, parce que expliquer à un armateur, je vais prendre un armateur allemand ou un armateur hollandais qui a une coupure d'électricité et que son navire, il va devoir attendre, ça passe pas. Ça passera pas. Donc, mais pour un Africain, c'est normal, disons-le clairement.
effectivement, donc, et puis si on va sur les conditions de financement conventionnelles, finalement ça passe pas en termes de dossier. J'ai essayé de faire ça 2-3 fois. En termes de procédure de KYC, ça ne passe pas. On n'est pas sur les mêmes standards. Parfois, ça peut être pour des questions effectivement liées à un projet dans lequel il va y avoir une partie étatique. Il va y avoir à un moment donné une part de l'État. Donc, ça passe pas. Le financement est généralement, j'ai pas vu, mis à part peut-être 1 ou 2 acteurs qui ont réussi à lever des fonds à l'international. Mais c'est extrêmement rare. En tout cas, c'est pas le business model. Donc effectivement, donc le risque logistique lié à tous ces aléas-là, le risque opérationnel, il devient, de toute façon, c'est logique, un risque financier pour tout financière ou pour toute banque. Elle va réfléchir à 2 fois avant de mettre ses billes en Afrique. Ça, c'est clair. Effectivement, donc ça c'est ce qu'a présenté Régis, donc tout ce qui est les questions de garantie traditionnelle, le leasing, le crédit hypothécaire, tout ça, c'est effectivement le business model qui se fait de manière générale. Ce qui est très intéressant en Afrique, ça va être la charte partie en elle-même. Ça va être vraiment le contrat, en fait, le trade lui-même sur lequel va s'asseoir le financement. Et généralement, c'est des contrats de 5 à 7 ans qui sont donnés comme garantie. Et ce qu'on va vérifier, c'est certainement pas l'armateur ou le navire lui-même, mais les conditions financières du end user. Qui va utiliser ce navire, en fait? Pour quelle commodité? Comment ça va se faire? Et généralement, c'est en fait, comme je l'ai dit, c'est le flux lui-même qui va constituer la garantie. Par exemple, là, si je prends Coris Bank, qui vient de se lancer dans l'énergie, elle a racheté Total Burkina Faso. Et donc, pour acheter Total Burkina Faso, donc il va falloir approvisionner les stations-service de toute la sous-région. Donc là, Coris Bank est en train d'acquérir justement des tankers. Est en train d'acquérir des tankers parce que pour des questions justement liées au risque opérationnel. Et en même temps, donc c'est toute la chaîne qui est en train d'attirer des investissements. Donc que ça soit et sur la partie navire, mais aussi sur la partie tank storage. Alors là aussi, aujourd'hui, trouver quelqu'un, mis à part une banque étatique ou une banque africaine qui va aller mettre de l'argent sur des tank storage, c'est-à-dire sur des storage facilities, il n'y en a pas. Et donc c'est une chaîne en fait. Donc effectivement, Coris Bank est en train de prendre des concessions dans toute l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir construire des storage facilities. Là, ce qui est important aussi de noter ici, c'est j'ai remarqué que sur le marché africain, il y a depuis à peu près 1 an et demi, il y a une agressivité, on va dire, si on peut dire ça comme ça, des banques du Moyen-Orient qui commencent à arriver. Notamment, il y a d'ailleurs un fonds d'investissement saoudien qui commence un petit peu à grappiller des parts de marché, qui est en train de prendre des concessions pour la construction de storage facilities. Les banques émiraties, forcément. Donc elles ont commencé ça depuis on va dire 5-6 ans. Bon, ça s'est calmé dernièrement, mais en tout cas, ce qui est important de noter, par exemple, c'est qu'il y a comme Exim Finance, par exemple, qui est une banque saoudienne spécialisée dans le trading des commodités. Elle a pris dernièrement, je les ai accompagnés, ils ont pris un tank storage en Zambie, ils ont pris un tank storage au Dar es Salaam, Beira, et là ils ont signé la Guinée équatoriale, le Sénégal aussi. Donc en fait, il y a un mécanisme de flux qui est en train parce qu'on est en train de développer les flux. Il y a beaucoup d'exportations qui se développent sur les minerais, mais par contre, il y a aussi beaucoup d'importations de produits énergétiques. L'Afrique consomme beaucoup. Donc ça a été en quelque sorte un appel d'air et ça ramène les investisseurs qui ne sont pas conventionnels. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est soit des investisseurs africains, soit des investisseurs Middle East. Asie, j'en ai pas vu. Européens, quasiment pas.
effectivement, donc la bancabilité par les flux. Donc effectivement, si le financement du navire il est assis sur l'opération elle-même, donc il y a une réduction de risque de contrepartie, et ça crée de la prévisibilité financière. En tout cas, moi, mon expérience, c'est que toutes les opérations d'achat de navires qu'on a pu lever pour le continent africain étaient forcément assises sur une opération de trade. Sans opération de trade, ça ne passe pas. Ça, c'est une réalité. Voilà, en gros, j'ai les secteurs de bancabilité. Le spot, on oublie en Afrique, ils connaissent pas, ça ne marche pas. C'est pas quelque chose qui va être bancable. Donc effectivement, tout ce qui est commodities, tout ce qui est effectivement, c'est la commodité qui va déterminer la structure de financement. Donc la bancabilité, elle est élevée pour tout ce qui est produits d'hydrocarbures et minerais, que ça soit à l'export ou à l'import. Certains produits raffinés, comme ça peut être effectivement, donc ça peut être, quand je dis raffiné, ça peut être du clinker, ça peut être du ciment, et les engrais aussi. Les engrais qui commencent aussi à attirer beaucoup de vraquiers. Donc, pardon ? Non, j'ai entendu. Donc, je disais, oui, effectivement, donc, les engrais qui constituent un gros problème actuellement en Afrique avec l'évolution des prix. Donc, déjà, on a eu une tangente qui était à 250-300 $. Là, la semaine dernière, on était pratiquement à 900 $ la tonne. Donc, ce qui fait que, conjugué à un taux d'affrètement élevé, je vous dis pas. Donc, c'est un gros problème. Donc, effectivement. Alors, comme je disais, en fait, le flux opportuniste, effectivement, ce qu'on peut, on va dire, dans un cadre global, conventionnel, attirer un investisseur qui va éventuellement faire que du spot ou travailler sur un secteur niché, oui, bon, ça n'attire pas du tout, effectivement. Donc, il n'y a pas de contrat suffisance, il y a une absence de visibilité sur les flux et le risque de contrepartie est élevé, à l'inverse des autres segments d'activité. Donc, effectivement, voilà, la visualisation des flux maritimes majeurs où se constitue l'essentiel du business. Oui, forcément, on voit que l'Afrique de l'Ouest reçoit, ça sort généralement de Rotterdam, mais pas que. Donc c'est les produits pétroliers. Même si c'est quand même assez ahurissant parce que le Nigeria aujourd'hui avec le Bonny Light, il exporte le Bonny Light, ils ont une des plus grosses raffineries, je reviens d'un côté, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, donc aujourd'hui ils importent énormément de produits. Donc il y a de l'intra-africanité, donc ça représente, vous voyez que sur les flux c'est pratiquement rien. Et on est en train de miser sur les zones de libre-échange africaines, par exemple à l'instar de la ZLECAf, à l'instar de mise en place de zones de libre-échange entre États africains, et on espère que ça va pouvoir booster le marché. Donc effectivement, aujourd'hui, les flux, ça représente entre 100 millions à 140 millions. Effectivement, donc les flux d'Afrique vers la Chine et l'Asie, c'est 220 à 250 millions de tonnes, et c'est en forte expansion. Donc il y a eu quelques tentatives de fonds d'investissement chinois qui ont essayé un petit peu de pénétrer le marché de la logistique africaine. Pour le moment, ça s'est très mal passé. Il y a eu 2 ou 3 flops. Qui généralement, donc ça c'est un peu parce que en fait c'était parti sur des questions de projets intégrés où ils vont développer on va dire la mine ou développer le PC lui-même, le projet lui-même et prendre en charge toute la chaîne. Pour des questions aussi, certains États aussi, parce qu'il y a beaucoup d'interventions des États, donc refusent ça et ils préfèrent segmenter. Donc on a vu ça aussi. Et effectivement, donc c'est quand même le paradoxe de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'elle représente à peine moins de 5%, elle est à peu près à 5% du commerce mondial maritime. Mais en termes de structurabilité, en termes de visibilité, pour moi, même si c'est l'Afrique, ça reste un continent très structuré et on peut facilement structurer un business sur 10-15 ans.
C'est-à-dire on peut avoir de la visibilité, les taux sont bons, les commodités existent et surtout il y a de la demande et de l'offre existe dans les deux sens, que ce soit à l'import, à l'export. Ça, je crois que ça s'est répété. Bon, effectivement, ça, je ne sais pas pourquoi il se répète. Oui, en fait, ça c'est flow visible, financement possible, effectivement. Alors voilà essentiellement les banques qui actuellement commencent un petit peu à s'intéresser au financement du maritime. Vous avez l'Ecobank, réseau panafricain appétit pour les actifs mobiles. Vous avez l'Afreximbank qui est la banque de l'Union africaine qui, elle, justement, commence à financer le flux intra-africain et ils ont créé justement un département shipping juste pour financer toutes les opérations de shipping. Alors ça peut être et la partie portuaire et la partie navire aussi. Vous avez Coris Bank qui est très agressif. C'est une banque burkinabèse qui a été créée il y a à peine une quinzaine d'années et que depuis en 15 ans, elle a pratiquement raflé toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont présents dans 15 pays. Ça va du Tchad jusqu'au Sénégal. Et c'est une banque valorisée à peu près actuellement à plus de 15 milliards de dollars. Et ils sont passés de la notion de banque retail à la banque corporate. Et maintenant, ils sont vraiment montés en gamme. Et ils font du fonds d'investissement et comme banque d'affaires, et ils commencent à investir dans les navires. Essentiellement des vraquiers et tout ce qui est tanker, que ce soit du clean ou du dirty. Clean, c'est pour les produits propres, c'est-à-dire les produits pétroliers, que ce soit du diesel, l'essence. Dirty, c'est le crude. Oui, effectivement. Là, j'étais au Ghana il n'y a pas longtemps, où j'ai mené une mission d'expertise pour le gouvernement du Ghana, pour voir, parce qu'ils sont en augmentation de production de leurs produits, de leur brut en offshore. Et la question, c'était de voir éventuellement l'utilité d'investir dans des tankers. Donc, par contre, il y a encore une fois un manque de ressources humaines, une absence d'expertise shipping interne, méconnaissance des structures de financement maritime. Et il y a aussi un aspect psychologique des banques africaines, c'est que il y a un faible appétit pour les actifs mobiles. Pour un navire, ça ne constitue pas une garantie. Donc je ne vois pas aujourd'hui un homme d'affaires africain ou une banque africaine réfléchir et dire, comme m'expliquait Régis, qu'effectivement on peut reprendre le navire et le remettre sur le marché ou le revendre. Ça passe pas. Donc dans leur business model, ça ne passe pas. Oui, il y a une approche, par méconnaissance forcément, il y a une approche prudente du risque maritime. Et donc forcément, ils vont demander toujours, on reviendra toujours à la notion d'exigence de garantie renforcée. Et effectivement, les taux, là on peut en parler, c'est malheureusement les taux de financement en Afrique sont plus élevés pour ce genre d'opération. Monsieur Guelal, excusez-moi de vous interrompre un instant, vous avez encore 5 minutes. Oui, je suis à la fin. D'accord. Pourquoi je me suis là? Ouais, d'accord. C'est très intéressant. D'accord. Donc il y a... Oui, bon, alors absence de connaissances sectorielles est le principal obstacle. Alors, effectivement, avant d'approcher une banque en Afrique ou un investisseur africain, il faut éduquer autant que convaincre. La structuration du dossier doit compenser l'absence d'expertise interne. Ça, c'est vraiment important. Limite, ils y connaissent rien. Mais est-ce ils comprennent en fait la logique et ils comprennent qu'à un moment donné, pour pouvoir gagner plus, ils vont devoir gérer l'aspect logistique. Donc ça, c'est bon parce qu'on voit que les banques en Afrique commencent à s'intéresser à la logistique, ce qui n'était pas le cas il y a à peine une dizaine d'années. Bon, voilà, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Guelal.